il y a, je le répète, un manque d'état de droit, un manque de capacité de réforme de l'armée du côté congolais. Donc il y a une responsabilité. Dank u wel collega's, dank u wel minister om hier aanwezig te zijn. Voor het agendapunt dus een debriefing van uw reis naar Congo en Rwanda. En ce qui concerne justement la situation essentiellement dans le nord Kivu, l'urgence est de mettre fin à la rébellion et l'urgence n'est donc pas seulement d'imaginer un arrêt des violences ou un cessez-le-feu, c'est clairement de voir l'intégrité du territoire congolais respectée et de voir s'arrêter cette tentative d'administration d'une petite partie du territoire du Nord Kivu par un groupe, le M23, qui a annoncé la constitution d'un gouvernement et qui a commencé à s'installer avec une administration, voire même à vouloir prélever des taxes à la frontière, en particulier avec l'Ouganda. On pourra revenir, si vous le voulez, sur l'évolution des faits depuis le mois d'avril, mais je dirais que c'est ça l'urgence aujourd'hui, ce d'autant plus que cette rébellion qui s'est installée dans le nord Kivu a aussi fait renaître toute une série d'autres groupes armés, d'anciens FDLR, des Maïmaï de toutes sortes, qui ont repris pied sur le territoire avec un niveau de violence qui malheureusement fait penser à des violences qu'on a connues dans le passé. Mais la priorité est bien, je disais, de mettre fin à cette rébellion, parce que je reste convaincu que si on peut mettre fin à cette rébellion, on pourra aussi agir alors sur les autres groupes qui n'ont peut-être pas tout à fait la même démarche. L'enlisement de la situation risquerait non seulement d'ancrer une situation de fait sur le terrain, avec une déstabilisation de la RDC, mais aussi une escalade au niveau international. L'escalade, elle avait d'ailleurs déjà un peu commencé avant ma visite sur place, en commençant à en parler de façon désordonnée, je vais y revenir, de sanctions, de mesures à l'égard de l'un ou l'autre État. Alors je voudrais dire très clairement que lors de cette visite, j'ai pu entendre une volonté confirmée des deux présidents, lors de très longs entretiens avec les deux présidents, d'approfondir le dialogue, non seulement de façon bilatérale entre le Congo et le Rwanda, mais sur le plan régional. Il y a d'ailleurs des réunions des chefs d'État de la région qui se sont à plusieurs reprises tenues. Et je dirais que l'objectif est bien, en premier, de mettre fin à la rébellion, mais au-delà, de mettre sur pied un dialogue sur toute une série de sujets pour éviter à l'avenir le retour de cette situation, comme on l'a vécu souvent, tous les 2 ou 3 ans, au fil du temps. Pour les deux pays, je dirais très simplement le message à l'égard du Rwanda, et je l'ai répété hier et ce matin encore à ma collègue en charge des affaires étrangères, avec qui j'ai eu chaque fois un entretien hier et aujourd'hui. La première chose que l'on demande, ce n'est pas simplement de participer à un arrêt des violences et à tout faire pour que les violences s'arrêtent. Je l'avais dit avant ma visite, le Rwanda répète sans arrêt qu'il n'est pas parti au problème. Il doit démontrer qu'il est parti à la solution, mais ça veut donc dire condamner la rébellion très clairement, publiquement, l'exprimer de façon tout à fait explicite et donc exprimer à travers ça la volonté de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Et puis je disais, participer à l'action pour mettre fin sur le terrain à cette rébellion en évitant tout soutien au départ du Rwanda, en évitant toute action qui pourrait encourager cette rébellion et plus largement participer à une solution régionale, bien entendu, avec les différents partenaires de la région des Grands Lacs. Pour ce qui concerne la RDC, il ne faut pas se tromper, le message doit être tout aussi clair. Il y a d'énormes efforts à faire pour installer l'état de droit sur une partie du territoire, notamment à travers une réforme de l'armée qui doit s'accentuer, avec une seule chaîne de commandement et avec un professionnalisme pour lequel la Belgique et d'autres pays
collabore à travers la formation de cette armée. Ça va évidemment plus loin parce que ça concerne l'ensemble des forces de sécurité. Il y a des progrès en matière de police, plus probablement que dans le domaine militaire, mais ça va aussi plus loin en matière de justice, en matière d'administration de façon plus générale. Mais il y a un point sur lequel je veux insister, parce que je l'ai défendu auprès de mes collègues européens ou également auprès d'autres collègues, et je crois que nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. On doit arrêter, et probablement arrêter aussi la démarche de la communauté internationale pour demander chaque fois que l'on met fin à une rébellion, que l'on intègre les rebelles dans l'armée. Je l'ai dit sur place, à force d'intégrer des indisciplinés, on finit par intégrer la discipline. Je crois qu'il faut trouver d'autres solutions. Ça ne veut pas dire qu'aucune négociation un jour n'est possible, mais il y a d'autres tâches à exercer que d'être responsable au sein de l'armée ou même au sein des forces de sécurité. C'est une des démarches qu'il faut pouvoir rappeler. Alors l'initiative a consisté dès lors à demander non seulement un dialogue bilatéral, mais aussi une action régionale. L'action régionale a lieu. La seule chose que j'ai demandé à mes interlocuteurs, c'est que ce ne soit pas une initiative dilatoire, qu'on n'aille pas de réunion dans la région vers d'autres réunions dans la région sans effet concret sur le terrain. Je crois vraiment que la pression doit être maintenue en ce sens pour faire en sorte que la situation évolue sur le terrain. Il y a aujourd'hui dans les discussions entre chefs d'État de la région la volonté de mettre en place une force neutre, internationale, qui serait plutôt au départ de force régionale d'ailleurs, pour pouvoir ramener le calme, pour pouvoir réinstaurer, je disais, l'intégrité du territoire congolais. Cette mise en place se fait de manière assez lente pour l'instant. Il y a chaque fois une affirmation de la volonté d'aller dans ce sens. Il y aurait lieu d'accélérer le processus. Au-delà de cela, je le répète, il faudra voir ce que l'on peut offrir à un certain nombre d'acteurs à condition que l'impunité ne soit pas là. Il y aura bien entendu une volonté de poursuivre de véritables criminels dans le processus, mais il y a peut-être d'autres participants qui pourraient se voir offrir une intégration, je le répète, pas dans l'armée, pas dans les forces de sécurité, mais peut-être dans d'autres activités sur le territoire congolais. Alors je vais annoncer dans les suites des mesures, si vous voulez, je peux revenir sur le détail des entretiens, mais j'ai eu depuis mon retour un certain nombre de contacts avec les ministres des Affaires étrangères de part et d'autre. Démarrera ce vendredi à Goma, le mécanisme reprendra plutôt le mécanisme conjoint de vérification pour contrôler les violences sur le terrain, bien entendu, mais en particulier pour contrôler la situation en matière d'embargo sur la vente d'armes aux groupes armés. Le mécanisme devrait permettre petit à petit de développer un processus de confidence building entre les partenaires. Il y a un certain nombre de représentants des différentes forces armées congolaises, rwandaises, de Tanzanie, d'Ouganda, d'après ce que m'a dit ma collègue rwandaise ce matin, qui sont déjà présents à Goma. Et donc à partir de vendredi, ce processus va être relancé. J'espère que c'est un processus qui va permettre de conforter cette logique d'arrêt des violences et peut-être au-delà, à un moment donné, d'installation d'une force neutre internationale. Je voudrais vous dire que le sentiment que j'ai retiré de cette visite tout d'abord, c'est qu'au cœur du débat se trouve malgré tout la problématique de la lutte contre l'impunité. Il ne faut pas tourner autour du problème, c'est une préoccupation très sensible dans la région. J'ai rappelé qu'il n'est pas question de pouvoir accepter une quelconque impunité dans les crimes qui ont été commis sur le terrain. Il faut simplement trouver les formules les plus efficaces en la matière. Il y a déjà eu pas mal de processus en l'espèce, mais je suis convaincu que les violences que l'on a vues réapparaître à partir du mois d'avril sont notamment liées à la volonté qui a été initiée à un moment donné par la RDC et à l'initiative de la communauté internationale de se lancer dans l'arrestation d'un criminel en particulier, Bosco Ntaganda, ce qui a provoqué une recrudescence de toute une série de groupes armés et de violences. Je crois qu'il faut simplement voir comment gérer ce problème dans les semaines et les mois à venir. Je pense que les deux présidents, en tout cas, je dis bien les deux présidents, se sont montrés très clairs sur le sujet pour participer à cette lutte contre l'impunité. Je pense que nous devons simplement trouver les voies et moyens en la matière. Alors la MONUSCO, c'est évidemment un des débats qui a aussi été au cœur de cette visite.
Je dirais simplement que la protection de la population est le premier élément du mandat de la MONUSCO, et ça doit le rester. Elle a organisé un certain nombre d'opérations, et notamment d'opérations assez lourdes, lorsqu'il s'agit de protéger les centres les plus peuplés, je pense à Goma en particulier. Mais cela étant, dans le nouveau mandat de la MONUSCO, un accent plus important a été donné à la réforme du secteur de sécurité. Je crois que ça va dans le bon sens. Je dirais simplement que, M. Lallemand, je m'avais posé la question dans les documents, la seule autre force possible, c'est une force issue de la région, de la communauté des Grands Lacs, mais je pense que cette force devrait s'appuyer au moins sur la logistique de la MONUSCO et travailler en collaboration, je l'ai évoqué auprès des responsables de la MONUSCO. Il faudra évidemment fixer l'ensemble des modalités de l'opération. Pour l'instant, à la suite de la visite, maintenant se trouve sur place le responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsou, est en tournée. Il pense même qu'il participera au démarrage du processus de vérification à Goma cette semaine. Bien entendu, nous allons revenir sur cette problématique de l'Est du Congo lors des Assemblées Générales des Nations Unies. Il y a des événements prévus, des réunions prévues spécifiquement sur la région des Grands Lacs et j'y participerai. Je vous dirais que dans ce contexte-là, et je voudrais terminer dès lors sur l'Est par ce message, il ne faut pas se méprendre. La pression doit être très forte sur l'ensemble des acteurs. Il y a, je le répète, un manque d'état de droit, un manque de capacité de réforme de l'armée du côté congolais. Donc il y a une responsabilité, nous pouvons y contribuer pour aller dans une capacité plus forte de faire respecter l'état de droit côté congolais. Mais il y a des signaux très clairs d'un soutien, qu'il soit direct ou indirect, mais d'un soutien rwandais à un certain nombre d'acteurs de la rébellion. Si le soutien est indirect, raison de plus pour que le Rwanda démontre qu'il n'en veut pas et qu'il souhaite mettre fin à cette situation. Et le message est très clair, si nous n'arrivons pas à voir évoluer la situation sur le terrain, il y aura, nous avons lancé les coordinations européennes dans la matinée, un débat sur les mesures à prendre au-delà d'une pression diplomatique. Et ces mesures, je le répète, elles sont discutées au comité des sanctions des Nations Unies, elles sont discutées en coordination européenne en matière essentiellement d'aide au développement, voire de partenariat militaire. Je pense que le message est bien passé. Nous aurons évidemment avec les chefs d'État l'occasion de faire le point, je disais, dans les assemblées générales à New York. Mais la première l'évaluation, elle se fera en fonction de la situation, je le répète, précisément dans l'Est du Congo. Ça ne sert à rien d'ouvrir des dialogues plus vastes s'il n'y a pas une fin très claire au processus de violence actuellement en place dans une partie du Nord Kivu. Alors, au-delà de cela, je voulais juste vous signaler, évidemment, sur un certain nombre de points, si vous le souhaitez, on y reviendra, que j'ai poursuivi évidemment le dialogue au Congo que j'avais entamé au début d'année. Je me réjouis d'un point, c'est qu'à force de me demander, le dépôt des instruments de ratification de Rwanda a été réalisé à l'égard. Là, il y a une démarche positive. L'Assemblée nationale devrait se tenir de nouveau, se réunir à nouveau à partir du 15 septembre, et des projets de réforme de la commission électorale, on va revenir sur tout ce que l'on a dit sur ce processus, devraient être sur la table, de même que la création d'une commission nationale des droits de l'homme. Dans les deux cas, le dépôt des textes est important. Nous allons évidemment suivre surtout le contenu et la capacité d'avoir une véritable réforme sur le plan électoral, comme une véritable capacité d'action en matière de droits de l'homme. Au-delà de cela, j'ai rencontré les responsables de l'opposition et la démarche des différents partis de l'opposition, c'est maintenant d'essayer de se mettre d'accord sur la désignation d'un porte-parole qui est prévu dans les textes. Il faut alors un porte-parole de l'opposition qui puisse peut-être être l'interlocuteur du pouvoir au Congo. Bien entendu, en matière de droits de l'homme, j'ai eu l'occasion, je disais, de rencontrer à nouveau un certain nombre d'acteurs de terrain. Je voudrais juste insister sur deux points. Bien entendu, la demande de la Belgique que le procès en appel dans le dossier Chebeya se passe de manière transparente, et nous avions demandé le plus rapidement possible de reconnaître qu'au moins sur ce plan-là, la situation évolue, puisque les audiences préliminaires ont lieu, donc on est dans
dans un processus plus rapide. Par contre, sur le fond, nous attendons voir comment le dossier va évoluer. Et j'ai bien entendu rappeler les regrets qui sont les nôtres d'avoir vu Thierry Michel refoulé du territoire. J'ai plaidé, bien entendu, pour qu'il puisse retourner en RDC, ce qui semble pouvoir se réaliser. Ce qui me paraît peut-être une évolution petite. Je veux simplement rappeler sur ce point, pour ne pas qu'il y ait malentendu non plus, il a pu réaliser le film dont tout le monde a parlé en toute liberté, avec l'accès à l'ensemble des acteurs qu'il souhaitait rencontrer. Il n'y a aucune critique sur la manière dont l'exercice a pu être réalisé, ce qui était, à mon avis, je l'ai dit en ces termes, donc je peux vous le répéter, je crois que pour éviter un feu de broussailles d'un côté, on a enflammé un incendie de l'autre. Je ne pense pas qu'il était raisonnable de refouler en quoi que ce soit un journaliste à l'occasion d'une demande de visite en RDC. La réponse aujourd'hui est qu'il s'agissait d'un problème de visa. Si c'est le cas, je suppose que le prochain visa ne posera pas de problème. Et j'ai donc demandé qu'on agisse en ce sens. J'ai dit quelle était la situation dans notre jour. Je me disais, M. Dalmagne, que j'ai effectivement rencontré les responsables des Virunga. Vous savez que le président de la commission d'achat, dans un télé est particulièrement sensible à la situation puisqu'il s'en occupe. La situation est catastrophique. Il faut être clair, ce n'est pas seulement le M23, ce sont toute une série de groupes qui occupent le territoire du parc du Virunga, avec, heureusement pour l'instant, une protection des gardes et une protection du centre de formation, et pour le reste, pratiquement tout le reste est sous contrôle de groupes armés d'une manière ou d'une autre, avec, je le crains, un impact catastrophique aussi sur l'évolution de notre parc. Les trafics ont repris, que ce soit de toutes les matières premières ou ressources naturelles possibles, en ce compris l'ivoire, les éléphants. Et je tiens à le dire, parce que j'en ai parlé à mes collègues européens, on nous parle même de tour opérateurs européens qui organisent du tourisme au départ du Rwanda vers les zones occupées de manière totalement illicite. Donc nous cherchons à avoir des renseignements sur cette situation, pouvoir prendre des mesures au niveau au moins européen, sinon à d'autres dans le monde, ce sera la même chose. Mais nous participons, vous savez, au fonds fiduciaire qui soutient les aires protégées. Malheureusement, il y aura un travail à réaliser à nouveau à l'avenir en la matière, mais la situation, je le répète, est assez catastrophique. Et j'avais insisté, bien entendu, sur les données d'exploitation pétrolière, de risque d'exploitation pétrolière, tel que nous l'avions fait. Je rappelle que j'avais échangé sur ce point avec mon collègue britannique. Enfin, mais c'est en complément, ce sera le dernier mot de commentaire, j'ai évidemment, à l'occasion de ma première visite au Rwanda, visité le mémorial génocide. J'ai aussi visité le lieu où ont été assassinés les Parabelges et les monuments qui ont été dès lors érigés sur place. J'ai communiqué aux autorités rwandaises que si elles envisagent réellement d'étendre le mémorial du génocide, la Belgique pourrait participer à cette extension, comme nous avons participé à la création du mémorial à l'époque. J'ai aussi insisté pour que l'accès aux monuments dédiés aux Paras soit à nouveau organisé d'une manière tout à fait correcte. Pour l'instant, une fermeture de l'accès direct qui entraîne un tour un peu particulier pour aller sur ces lieux. Je tiens simplement à dire que la Belgique, assumant pour l'instant la présidence de la task force Holocauste, nous allons tenter d'organiser des contacts aussi entre un certain nombre de musées ou de lieux de souvenirs ou de mémoire dans le monde. Il y en a à Jérusalem, il y en a à Washington, j'en ai vu un en visitant également à Berlin. Celui de Rwanda est évidemment très présent, mais la première réflexion que l'on se fait, alors là je vais terminer, quand on vient par la route du Nord Kivu pour se rendre à Kigali, ça reste quand même très impressionnant de voir qu'à quelques distances après d'un mémorial commémorant un génocide, des violences de cette ampleur ont toujours lieu. Et donc je crois que la première préoccupation qui doit être la nôtre, c'est bien sûr de mettre fin à ces violences. J'ai insisté depuis le début, ça ne suffira pas. Mettre fin aux violences, ça doit aussi s'accompagner d'un arrêt de toute rébellion, de reconnaissance de l'intégrité du territoire congolais. Et ça doit s'accompagner de réformes en profondeur au Congo, mais d'un dialogue aussi en profondeur entre les acteurs de la région. Je dois vous dire que la Belgique
a été favorablement accueillie des deux côtés, notamment par les deux présidents, si elle veut jouer un rôle dans la remise en place de ce dialogue. Je pense que nous avons effectivement un rôle à jouer en la matière, à condition que ce dialogue vienne après l'arrêt des violences et après la capacité de mettre fin à la rébellion. Voilà. Je sais que le moment j'étais un peu long, mais je pense que le sujet vaut la peine d'être débriefé. Il y a évidemment des thèmes qui ont aussi été abordés à l'occasion de ces visites sur lesquels on peut revenir aujourd'hui, on pourra revenir plus tard si vous souhaitez. Dank u wel, meneer de minister, voor uw inleiding. Ik heb ondertussen heel wat namen genoteerd. Ik denk bijna alle namen van de aanwezige Kamerleden en senatoren. Ik stel voor dat we met het debat beginnen. Très synthétique pour permettre à chacun de poser des questions. Je me limiterai d'ailleurs à poser des questions à ce stade avant de formuler sans doute un jugement sur un dossier extrêmement délicat. En ce qui concerne l'ONU et la mission de la MONUSCO, avez-vous l'impression que la MONUSCO est restée dans le cadre de sa mission? Est-ce qu'il n'est pas démontré de manière tragique aujourd'hui que ce cadre est beaucoup trop étroit pour apporter une solution aux problèmes extrêmement graves que l'on connaît dans l'est du Congo? Quelle serait d'ailleurs l'attitude de la Belgique, puisque l'Assemblée générale de l'ONU est en train de s'ouvrir à New York? Quelle sera la position de la Belgique dans ce dossier? Êtes-vous prêt à demander à ce que la MONUSCO ait un rôle nouveau, plus important à jouer, plus décisif dans ce dossier? By the way, vous avez évoqué à la fin de votre exposé, j'ai noté une force neutre internationale. J'aimerais que vous explicitiez cette idée, elle est sans doute à relier à ma question précédente. Point 2. Le drame est en train de se dérouler là-bas et 250 000 réfugiés, tout ce qui a été dit par mes collègues précédents, évidemment, montre que la situation humanitaire est dramatique. Dès lors, que peut-on faire que dans notre pays, est-ce que le gouvernement a envisagé un renforcement de programme? J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Point 3. Nous avons vu ce matin que votre collègue de Crème, ministre de la Défense, envisageait d'élargir la coopération militaire, puisque on forme actuellement 2 bataillons. Il annonce la formation d'un 3e bataillon. En avez-vous discuté au sein du gouvernement? Y a-t-il un accord du gouvernement sur ce sujet? J'aimerais également que vous nous disiez un peu quel pourrait être le rôle de la Belgique. On a parlé du tribunal pénal international. Il y a des mandats d'arrêt, mais on parle parfois mot voilé, chacun, du rôle que les autorités rwandaises auraient pu jouer. Si cela était avéré, quelle pourrait être la position de la Belgique par rapport au tribunal international? Et j'aimerais enfin terminer en vous demandant ce que vous pensez de la cohésion de l'armée congolaise dans cette partie de son pays, quand on sait que les soldes ne sont pas versés, que l'indiscipline règne. Dès lors, je crois que la conclusion s'impose. Il faut que de l'extérieur viennent des pressions extrêmement importantes pour arriver à apporter une solution. Mon dernier mot sera de vous dire qu'en 1993, dans les fonctions que j'exerçais au gouvernement à l'époque, il m'a été donné de sensibiliser le secrétaire général de l'ONU, sans pouvoir imaginer le drame qui allait éclater quelques mois plus tard. Et M. Boutros-Ghali connaissait très bien la situation au Rwanda. Il m'a dit dans un geste d'impuissance, nous sommes déjà tellement engagés sur plusieurs scènes dans le monde, jamais le Conseil de sécurité ne pourra s'intéresser à ce qui se passe dans ce si petit pays. Et je pense qu'il faut retenir la leçon après les drames que nous avons connus et par conséquent, nous comptons notamment sur le gouvernement belge pour prendre ses responsabilités dans ce dossier. Merci bien. Donc la situation sur le terrain
perdure depuis avril-mai. On ne voit aucune amélioration, on ne voit aucune volonté des protagonistes de calmer le jeu, sinon ces derniers jours. Le M23 qui s'est montré un peu discret, mais combien de temps on n'en sait rien. Alors je vais reprendre quelques points évoqués par le ministre. Il a parlé d'un risque d'escalade auquel rien ne changerait, l'escalade des sanctions. Je trouve qu'on aurait pu dire ça au mois de mai, au mois de juin. Mais là, quand on voit la situation sur le terrain, et lorsqu'on sait les délais et les difficultés que vont nécessiter la mise en place, par exemple, d'une force d'interposition, qu'elle soit sous l'égide de l'ONU ou de la CIRGL, tout le monde parle officiellement de 3 mois de mise en place d'une force neutre d'interposition. Outre que la question du financement n'est pas réglée, outre que la question du mandat n'est pas réglée non plus, on voit avec la MONUSCO combien la question du mandat est importante. Donc, quand bien même il y aurait une décision hic et nunc, oui voilà, on va mettre en place une force d'interposition neutre, militairement armée et avec un mandat fort, elle n'aura pas d'effet avant 3 mois. L'effet sur le terrain. Allons dire ça aux populations du Kivu, dans 3 mois peut-être serez-vous dans une zone sécurisée, je ne suis pas sûr que l'accueil sera très chaleureux. Donc, manifestement, à terme peut-être, mais la solution ne sera pas militaire, elle sera diplomatique et politique. Et moi je ne sens pas de volonté, ni du côté de Kinshasa, ni du côté de Kigali, de faire œuvre de grande volonté de mettre fin à ce conflit. On assiste en fait plutôt à une course dans l'hypocrisie, dans la dissimulation. Vous avez parlé de réforme de l'armée, c'est évidemment indispensable en RDC. Je ne suis pas sûr que la formation d'une 3e brigade contribue à une réforme de l'armée. Je partage l'avis de Mme Bouguetur. Tout soutien, formation belge à l'armée congolaise devrait être conditionné au moins au début effectif d'une réforme, et notamment d'une réforme de la justice militaire. Parce que l'un des problèmes sur le terrain, c'est que les chefs d'unité sur le terrain ne reconnaissent pas l'autorité des tribunaux militaires. Il arrive même que les chefs d'unité châtient par le fouet les juges qui ont eu tout peu de convoquer les soldats en interrogatoire parce que ces soldats étaient accusés de violence ou de vol à l'égard de la population civile. Donc pour les chefs d'unité sur le terrain, les tribunaux militaires n'ont aucune valeur. Je ne dis pas à Kinshasa, évidemment, mais sur le terrain et au fond du jungle, enfin du maquis, ça n'est pas le cas. Donc une des dimensions importantes de la réforme de l'armée, c'est la réforme des tribunaux militaires et l'importance qu'ils ont auprès des chefs d'intérêt. Alors hier, vous l'avez évoqué aussi, je fais un peu dans le désordre, le sommet de la francophonie. Constatons que ce n'est pas un signe de très bonne volonté, la plupart des sujets qui fâchent sont repoussés par Kinshasa. La mise en place, enfin l'annonce de la nouvelle version de la CENI est reportée. L'audience de la haute cour militaire qui devait ou non convoquer John Numbi dans le procès chez Melia est reportée à l'après-sommet. Enfin bref, toute une série de sujets sur lesquels, par exemple, M. Hollande avait dit, mais ça j'en parlerai au plus fort, hop, ils sont sortis de l'agenda. Ça a un effet pervers pour Kinshasa, c'est que ça devrait inciter, j'espère que ça va le cas, à ce que la France, la Belgique, demande des comptes et demande des gestes clairs et positifs de Kinshasa sur ces dossiers-là. Alors, le parc des Virunga, vous en avez parlé, la situation est effectivement inquiétante, et ce n'est pas sans lien avec la présence de milices armées sur le terrain, puisque le parc, par les ressources naturelles qui le contient, est un enjeu économique et pas seulement politique. C'est un enjeu financier. Et notamment, j'ai appris hier par l'International Press que des prospecteurs de la SOCO se faisaient accompagner dans le parc des Virunga pour protéger les prospecteurs contre les gardes du parc des Virunga. Ce qui est quand même un comble du regard du droit international. Voilà. Bon, reste
reste la question de la coopération. Je ne plaide pas pour une annulation de la coopération au développement. Il ne faut pas, comme vous l'avez dit, punir les populations civiles. Mais est-ce qu'un examen exhaustif des différentes branches de la coopération belge, tant vers le Rwanda que vers le Congo, a été réalisé pour voir ce qui peut être mis en place en termes de mesures de pression? Donc je conclue en disant qu'il y a urgence. On ne peut pas se contenter d'un calendrier dont les premiers effets positifs ne sont pas attendus avant 3 mois. Et donc la Belgique doit s'associer aux partenaires occidentaux, aux partenaires de l'ONU et aux partenaires de l'Union africaine pour exercer la pression maximale tant sur Kigali que sur Kinshasa. Et je tiens à dire, parce que je vous ai interpellé ainsi que votre prédécesseur à de nombreuses reprises, ça va demander un changement de stratégie et de comportement radical de la part de la Belgique. Nous nous sommes montrés mous et complaisants à l'égard, notamment de la RDC, dans l'annulation de sa dette extérieure par le peuple de Paris, dans la non-protestation suite au changement de méthode électorale présidentielle. Enfin bref, à toute une série d'occasions où la Belgique aurait pu se faire entendre et en disant « vous allez dans la mauvaise direction », la Belgique s'est tue complaisamment. Monsieur Millet. Oui, merci Monsieur le Président. Pour ma part et mon groupe, je remercie Monsieur le Ministre à la fois pour les informations qu'il a apportées aujourd'hui à notre commission conjointe, mais je le remercie aussi surtout pour le travail diplomatique qui a été accompli. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, dans votre exposé, la Belgique a été reçue des deux côtés par les présidents. Vous avez fait entendre la voix de notre pays. Et je m'inscris directement dans la foulée de mon collègue, M. Ancio. Il est exact qu'une telle affirmation et votre présence des deux côtés a suscité des espoirs. Alors moi, je dirais qu'il est évident pour chacune et chacun de nous que ce dossier-là, ce dossier terrible qui est celui de la RDC, évidemment va vous accompagner durant tout votre mandat. Et aujourd'hui, c'est une étape, mais c'est une étape que je trouve bien engagée, mais je dirais que le plus important aussi à nos yeux est de savoir quelle va être la poursuite de votre action, et notamment, comme Bertancio l'a dit, au niveau des organismes internationaux comme l'Union européenne, l'ONU, les instances internationales. Là, vraiment, nous attendons de votre part comment dire, une prise de position qui soit ferme, et je ne doute pas que la priorité que vous accorderez sera celle des intérêts, M. Bertancio, de la population de ces grands territoires. Je tiens vraiment à souligner à quel point le fait que vous ayez défendu le processus électoral, que vous l'ayez défendu avec un regard critique, en n'hésitant pas à pointer ce qui n'a pas été, etc., est important. C'est important parce que ce sera la seule façon d'arriver à susciter, à créer, à mettre en place dans ce pays une situation démocratique qui garantisse les droits des populations. Donc, mes questions, je ne vais pas les préciser parce que beaucoup ont déjà été évoquées. Je souhaiterais vous entendre par rapport à la poursuite au niveau international que vous comptez donner à votre visite. Deuxièmement, votre évaluation du processus électoral en cours. Est-ce que vous êtes optimiste ou avez-vous des craintes, Monsieur le Ministre? Et enfin, un dernier mot par rapport au sommet de la francophonie à Kinshasa. Je crois que c'est un moment important, Jackie Moral l'a dit, et je souhaiterais connaître la composition de la délégation belge à ce sommet de la francophonie, en rappelant que les premiers ministres néerlandophones étaient tous présents à ce sommet de la francophonie précédemment. C'est vrai que la différence tue, mais je pense aussi qu'il est important de dire les choses clairement, de pouvoir les qualifier clairement, parce que parfois l'absence de langage clair fait également souffrir. Et je voudrais reprendre 2 ou 3 éléments. D'abord sur la MONUSCO, je pense, et vous serez d'accord avec moi, c'est un état de faillite, d'échec total. Je pense qu'il faut vraiment le dire, et je le redis également à l'égard de mes collègues, cela fait 10 ans qu'on renforce
d'année en année le mandat de la MONUSCO. Ce mandat est d'une force absolument extraordinaire, d'un détail absolument extraordinaire. Il est bien sûr ce chapitre 7. Nous n'avons jamais rêvé d'avoir un mandat aussi clair, et nous n'avons jamais eu un mandat aussi clair en Libye lorsque nous sommes intervenus, pourtant là de manière extrêmement claire et militairement. Donc nous avons là un mandat très fort. Nous avons là un contingent qui est le plus important que les Nations Unies aient jamais déployé, 19 millions. Ce contingent coûte 1,4 milliard de dollars à la communauté internationale et très clairement cela ne marche pas. Nous l'avons vu au moment du 2023, c'était déjà le cas auparavant et je pense qu'on peut faire ce qu'on veut par rapport au mandat, par rapport au nombre d'hommes, par rapport aux moyens qu'on mettra en place par rapport à la MONUSCO, cela ne marchera pas. J'ai encore en tête des paroles du représentant de l'ambassadeur indien au Conseil de sécurité à New York, lorsque la Commission des Affaires étrangères s'était déplacée en novembre 2008, 4 ans déjà, et qui m'avait dit, mais vous pouvez très certainement réclamer des hommes en plus, vous pouvez très certainement nous demander renforcer le mandat de notre présence là-bas, mais de toute façon, nous n'interviendrons pas pour protéger Goma. Il s'agissait à l'époque déjà de protéger Goma et de s'interposer par rapport au groupe. Niet alleen het algemeen tegen de civiele bevolking, maar de burgers, maar ook nog meer en meer seksueel geweld tegen de vrouwen. Ik heb contact gehad met verschillende slachtoffers in de verschillende ziekenhuizen. Het is dezelfde toestand enkele jaar geleden. Dus het is een echte ramp. En we zullen ook daarover verder gaan met een hulp van België naar de verschillende actoren toe. Ik denk dat het weer in de maand in een nieuw programma om het punt te geven als dingen is. Maar er zijn andere mogelijkheden. En wij werken met de verschillende internationale agentschappen daar